Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera ma foi assez courte, en tout cas je l'espère, puisque j'ai décidé de vous présenter 5 livres que j'ai lus récemment. Alors quand je dis récemment, sachant que j'ai un peu de retard dans mes updates lecture, il s'agira de livres que j'ai lus entre la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre. Voilà, on s'arrête au 11 novembre précisément parce que le restant de mes lectures a été synthétisé dans un petit blog qui est sorti récemment et là début décembre je lis très peu, voire pas, voire pas du tout, car je suis en période de révision. Je me suis déjà étendue assez sur le sujet, donc je vais commencer sans plus tarder à vous présenter ma petite sélection. Alors il ne s'agit pas de tous les livres que j'ai lus, j'en ai sélectionné certains que je pensais intéressants de mentionner ici. Par exemple, j'ai pas mis tous les mangas que j'ai lus puisque je vous avais expliqué avant que bien sûr avant de lire les tomes 4 et 5 de Paradise Kiss, j'avais lu les 3 premiers et ça faisait aussi partie de cette période. Le premier roman dont j'aimerais vous parler, il s'agit de La Poupée Sanglante de Gaston Leroux, que je ne connaissais absolument pas et que j'ai eu la chance de découvrir au format numérique. Sur Play Livre, il était complètement gratuit, donc j'en ai profité. Gaston Leroux, donc je vous l'ai dit, c'est la première fois que je le lisais et j'ai vraiment beaucoup aimé cette atmosphère. En plus, je l'ai lu à la bonne période puisqu'on était à une semaine de fêter Halloween, donc c'était assez parlant parce que ici dans ce roman l'atmosphère est très particulière. Pour résumer un petit peu l'intrigue et cette atmosphère si particulière, j'ai décidé de vous lire ce que j'avais écrit sur Goodreads. Donc j'y ai noté: l'intrigue y mêle un mystère de vampirisme et un amour à sens unique qui se transforme en un piège aux allures d'une passion sanglante pour les meurtres. Fresque horrifique ou récit fantastique, ce roman était parfait à lire en période d'Halloween. Les personnages principaux sont atypiques, donc nous suivons un relieur d'art qui est également poète à ses heures perdues, qui tombe éperdument amoureux de la fille du voisin qui est horloger et qui cache mystérieusement un amant dans son placard. C'est assez... dit comme ça fait sourire, mais tout est assez bien ficelé et on ne sait pas où sont les limites entre le récit fantastique, le récit horrifique et certaines parts de réel bien sûr. Donc j'ai vraiment aimé, et il y a d'ailleurs beaucoup de mystères qui planent, dont certains mystères qui ne sont jamais résolus, à savoir ce que... le travail fait autour du corps de Gabriel, donc le mystérieux amant caché dans le placard, puisqu'on ne sait pas à quoi servent ces recherches en fait, ces genres de tests. On ne sait pas trop s'il y a un cobaye ou un genre de Frankenstein, je ne sais pas. Il y a certains attraits qui m'ont rappelé justement le récit de Marie Shelley et d'autres qui m'ont rappelé un peu plus la nouvelle fantastique comme on pourrait le lire chez Maupassant. Et vraiment c'était un récit intriguant, ça s'est lu très vite, très bien. Moi je peux vous le recommander bien sûr. Alors l'idéal étant de le lire en automne. Le style était agréable à lire, c'était très fluide ma foi. Rien de très compliqué pour un livre du 20e siècle, oui 20e siècle. Donc voilà, une belle découverte. J'aimerais à nouveau découvrir Gaston Leroux, pourquoi pas, à voir ce qu'il a écrit. Après Gaston Leroux, j'ai eu une lecture j'ai eu un immense coup de cœur dont je ne peux pas vous parler. Pourquoi? Parce que cette lecture, ce partage attendra une prochaine vidéo, une vidéo à thème qui sortira très prochainement, j'espère avant la fin de l'année, mais qui n'est pas tout à fait terminée. Mais donc vraiment une immense lecture. Je peux simplement vous dire qu'il s'agit d'un livre de John Irving. Je ne vous en dirai pas plus. Après John Irving, j'ai bien sûr lu Victoire Larouge. J'avais d'ailleurs fait un petit réel, un petit reels sur Instagram avec mes lectures de retour de vacances, tout ce que j'avais lu en un trajet, et dedans il y avait Victoire Larouge de Georges de Perrebrune, qui est une autrice oubliée, et c'est bien malheureux parce que cette lecture a été tout simplement délicieuse. On y lit d'ailleurs que c'est le roman qui a inspiré Octave Mirbeau pour Journal d'une femme de chambre. À vrai dire, je n'ai pas lu l'œuvre, donc je ne pourrais pas témoigner de la véracité de ce fait. Mais Victoire Larouche est une histoire qui m'a beaucoup touchée. Tout d'abord parce que nous suivons un récit très réaliste avec un personnage féminin qui est au cœur de ce récit, de cette intrigue. Et c'est un personnage qui vit dans une condition assez déplorable. Elle naît orpheline suite à son enfance en foyer. Lorsqu'elle arrive en âge de travailler, elle est
proposé en service à des maîtres, à deux paysans, et il s'avère qu'en fait la vie de Victoire, qu'on va appeler Victoire la Rouge par rapport à sa chevelure, elle va être semée d'embûches, et à chaque fois dans chaque maison qu'elle va servir pour chaque maître qu'elle va avoir, il va lui arriver des malheurs. Et quand je parle de malheur, on n'est pas sur les malheurs de Sophie, non, Victoire, elle va être moquée, elle va être l'objet de désir et de moquerie masculine. Enfin, il va y avoir tout un mythe autour de cette personne, et ce sera un petit peu le défi des hommes du village. Et donc après des viols et après un enfant qu'elle décidera de tuer, Victoire va toujours essayer de rebondir, et voilà, nous allons suivre toutes ces péripéties. Alors c'est très mal résumé, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on suit le portrait sans fioriture et sans idéalisme de cette femme qui se bat. Alors oui, elle a aussi ses défauts, elle a son caractère et ses attraits, et elle fait aussi des erreurs, mais nous suivons tout ça avec une réelle justesse. Et puis on se rend compte que cette femme, elle est toujours victime des hommes et du mode de pensée de la société dans laquelle elle vit. Je ne sais pas trop quoi dire de plus, mais ce livre m'a bouleversée. Et j'ai eu la chance également de le lire en format numérique, puisqu'il est réédité depuis peu. Il me semble qu'il a été inclus dans les programmes scolaires, mais depuis peu. Moi vraiment, la première fois que j'en avais entendu, c'était grâce à un contenu d'Antastasia. J'en ai déjà parlé d'ailleurs, mais ça m'avait vraiment motivée à découvrir l'œuvre de Georges de Ferry-Brune. Mais donc voilà, j'ai trouvé que cette plume était très belle, dénonciatrice. Oui, vraiment une lecture révoltante. Je ne peux pas plus en parler parce que j'ai peur de trop vous raconter, mais on suit cette femme donc dans un milieu très rural qui mène de rudes combats. Et c'est passionnant. Alors passionnant, non, on n'est pas dans une épopée, ce n'est pas épique, vous n'allez pas vibrer en lisant Victoire la Rouge, mais j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne lecture et qu'elle ne pouvait faire que vous révolter, tout simplement. Également, lors de ce trajet, j'ai lu Bellux avec le fameux livre que j'avais mis dans ma pile à lire. Je recherche le titre, voilà, Ne suis-je pas une femme ? Femme noire et féminisme de Bellux. Alors cet essai, il était très intéressant. Vraiment, j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Et moi qui ai envie de participer à cette lutte et de m'intéresser à ce combat, je pense que c'est une œuvre primordiale à lire pour voir le lien qu'il y a entre la lutte raciale et la lutte féministe, et que le féminisme dit blanc ne peut pas être associé au féminisme plutôt humaniste. Bellux ici il fait des rapprochements qui sont extrêmement éclairants face à tout le combat qu'ont dû subir les femmes noires, parce qu'il y a plein de choses que les hommes noirs demandaient parce qu'ils ne trouvaient pas normal et inversement, les hommes noirs demandaient des choses qu'ils ne trouvaient pas normales que les femmes blanches et les femmes blanches déploraient certaines choses que les hommes noirs avaient. Mais donc les femmes noires, elles n'ont jamais été entendues. Ça a été la lutte des femmes blanches, la lutte des suffragettes, la lutte vraiment de ce petit élitisme américain en tout cas, parce que ici Bellux emprunte quand même un point de vue très américain. Les deux ethnies se font face. Et vraiment on se rend compte qu'elles n'ont jamais été entendues, prises en compte. La femme noire, ça a été toujours la femme un petit peu sauvageonne, celle qui qui était possédée par le démon, qui attirait les hommes blancs dans le péché et qui volait le rôle des femmes blanches. Les femmes blanches les ont perçues comme des ennemis. Historiquement, vraiment, il y a eu une vraie lutte entre les femmes noires et les femmes blanches, et bien sûr entre les hommes et les femmes, ça on le sait, mais les femmes noires n'étaient vraiment pas considérées. Et là j'en parle assez mal parce que ça reste confus, je l'ai lu il y a plus d'un mois maintenant, mais c'était très intéressant. Il y a plein de choses qui m'ont révoltée. Il y a beaucoup de choses qui traitent de toute la période du colonialisme, de l'esclavagisme, mais aussi de l'après aux États-Unis, quand les femmes ont gagné entre guillemets leurs premiers droits, et que les hommes noirs aussi ont eu leurs petites avancées. Les femmes noires, elles avaient toujours un train de retard, et
Et vraiment c'était très bien exprimé. Alors certains passages sont quand même assez lourds et denses à lire parce que Bell Hooks, je pense qu'elle s'adresse à un public déjà un petit peu renseigné. Il faut s'intéresser à cette lutte avant de se lancer dans un tel ouvrage parce que voilà, il y a des moments où il faut un peu s'accrocher. Mais le propos qu'elle tient vraiment est très... Enfin je trouve qu'il n'est pas si compliqué à comprendre et qu'il est très éclairant. Vraiment, ça m'a presque fait sentir coupable en tant que femme blanche. Mais vraiment je pense qu'il est important de le lire et d'en tenir compte aujourd'hui pour nos luttes et pour faire avancer le combat qui continue bien sûr. Suite à ça j'ai eu quelques lectures graphiques qui étaient plutôt sympathiques et ensuite, alors là il y a une lecture graphique dont je dois vous parler et aussi une lecture poétique. J'ai lu un recueil de poèmes qui était très court, je l'ai lu dans une édition bilingue donc c'était agréable aussi à nouveau comme je l'avais découvert avec Maya Angelou. Le fait de lire des poèmes dans la version aussi originale, ça permet de saisir le rythme et l'intention de la poétesse, du poète, mais aussi ça permet de se rendre compte que les traducteurs font un réel travail, mais les traducteurs sont des poètes finalement, car ils arrivent à écrire des choses qui à notre oreille sonnent si bien, c'est si mélodieux et ça respecte tellement l'intention que si on faisait une traduction littérale, ça n'a plus du tout le même sens et bref, ça m'a permis de me rendre compte de la qualité aussi du travail des traducteurs. Et donc ce recueil, je ne vous fais pas plus attendre sur ce grand suspense, ce recueil c'était Le jardin près de la mer de HD. HD c'est Hilda Doolittle. C'est un nom de poétesse que j'avais retenu, que j'avais relevé dans le recueil de poésie, enfin l'anthologie qu'a publié Digli. Elle y présentait Hilda Doolittle et d'ailleurs j'avais beaucoup aimé le combat un petit peu de Hilda Doolittle, je ne me rappelle plus très bien, mais les éléments biographiques qui étaient présentés montraient qu'elle n'avait vraiment pas eu une vie, une adolescence facile. Et j'avais aimé ça, donc j'étais très curieuse de lire ce recueil. Et Le jardin près de la mer, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que la mer, le jardin, justement, ça compose le titre, mais ils y sont vraiment prédominants dans cette œuvre-ci. On les ressent, c'est-à-dire que son œuvre est complètement imprégnée de la nature et par certains aspects, sa façon de parler des plantes, de la lumière qui arrive sur les plantes, de la mer, du ciel, ça m'a vraiment rappelé l'écriture d'Emily Dickinson et l'introduction ou la préface, je ne sais plus comment c'est présenté, mais le traducteur qui a préfacé l'ouvrage que j'ai lu. Je vous afficherai peut-être le nom à moins que je le retrouve rapidement. Mais la personne qui a écrit la préface justement parlait des similitudes avec Emily Dickinson et moi ça m'a vraiment rappelé Emily Dickinson. Donc justement voilà, traduit de l'anglais et présenté par Jean-Paul Oxemery, je ne sais pas. Mais l'édition était sympathique, l'ouvrage très court mais voilà, très court mais très grand par son ouverture sur la nature et ça m'a vraiment rappelé les extraits que j'ai lus d'Emily Dickinson, donc bien sûr ça m'a donné encore plus envie de découvrir Emily Dickinson que j'aimerais lire notamment avec son recueil Car l'adieu c'est la nuit, je crois que c'est ça, mais voilà, en tout cas c'était une plume intéressante. Hilda Doolittle, je vous invite à aller vous renseigner sur des éléments biographiques et sur son œuvre parce que je pense que c'est une femme dont on souligne peu l'œuvre, enfin il faudrait la remettre au bout du jour et faire plus de choses, mais ça c'est le cas pour de nombreuses poétesses et enfin, notamment là j'ai cité le recueil, l'anthologie de Digli, mais toutes les poétesses dont elle cite les vers dans cette anthologie sont vraiment fabuleuses et il y a vraiment quelque chose à creuser de ce côté-là. Mais bien sûr en poésie je ne me limite pas qu'aux femmes, même si c'est vrai que je lis beaucoup plus de femmes poétesses. Mais depuis cet été, depuis ma découverte de François Cheng, j'en attends aussi beaucoup du point de vue découverte de François Cheng. Et enfin pour terminer cette vidéo mini update, je voulais vous parler de Kiki de Montparnasse de Catel et Bocquet aux éditions Casterman Écriture. Kiki de Montparnasse, j'en ai entendu parler dans la vidéo de Miroir d'encre, je sais. Disons que Angélique c'est quelqu'un dont je consomme beaucoup le contenu et dont je partage vraiment les goûts. J'aime beaucoup ce qu'elle transmet à travers sa chaîne et le choix de ses lectures, vraiment ça m'inspire. Et quand elle avait parlé de ses lectures graphiques, j'avais vraiment retenu l'ouvrage de la même collection sur Joséphine Baker et Kiki de Montparnasse. Alors Joséphine Baker bien sûr, je connaissais le personnage parce qu'on l'a beaucoup vu
notamment avec son entrée au Panthéon. Mais alors Kiki de Montparnasse, ça me disait rien, donc c'est l'ouvrage que j'ai cherché en priorité et c'est celui que j'ai trouvé, que j'ai eu la chance de trouver dans ma bibliothèque. C'était vraiment très intéressant. Kiki de Montparnasse, ça a été une icône du XXe siècle, une icône tant elle a été la muse, le modèle de sculpteurs, de peintres, de photographes dont elle a partagé un peu la vie puisqu'elle est tombée amoureuse d'un grand photographe. Alors c'est... je ne me souviens plus, c'est un photographe américain, il faut absolument que je vous le retrouve. Et donc voilà, c'était un petit peu la star de Montparnasse, elle faisait vibrer les cabarets, les bars, elle dansait, elle chantait, elle était voilà une icône. Malheureusement elle s'est fait oublier pendant toute une période et elle a connu une fin assez tragique je dois dire, car comme beaucoup de célébrités de cette époque, elle s'est très vite fait attraper par le cercle vicieux et sans fin des drogues, mais vraiment c'était une histoire super intéressante à lire. Les dessins sont très... j'ai beaucoup aimé parce que on a des nez pointus, mais ça me fait un peu penser quand même au style Riyad Sattouf. C'est un style très épuré, tout est en noir et blanc, il n'y a pas de réelle fioriture mais ça fonctionne extrêmement bien. Et vraiment ce que j'ai trouvé impressionnant, parce qu'il y a énormément de références qui sont citées puisque tous les personnages donc ont réellement existé et ont fréquenté Kiki de Montparnasse. On y parle notamment de Jean Cocteau, de Picasso, du célèbre photographe dont je ne retrouve pas le nom mais qui a été son amant, son époux, mais voilà, son compagnon pendant très longtemps. Et ces personnes aux traits qui étaient faits d'eux et aux propos qu'ils tenaient, mais on reconnaissait immédiatement. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que tous ces personnages, tout était très sourcé, et donc à la fin on avait une vingtaine de pages qui présentaient chaque personne qui a côtoyé Kiki de Montparnasse, et j'ai trouvé ça génial parce que vraiment historiquement et culturellement c'était vraiment enrichissant. Je crois que le photographe, alors je n'ai toujours pas trouvé, je cherche discrètement, mais je crois que c'est Man Ray, je vais vérifier. Donc ce qui est agréable, c'est que après cette lecture on peut y mêler les éléments réels et donc chercher sur internet des photos dont on parle vraiment dans l'ouvrage, et c'est agréable de faire le lien. Voilà, alors Man Ray, voilà c'est ça. Ah non, peintre, mince, alors c'est... Ah si c'est Man Ray. Oh, et typiquement sur cette photo, alors sur cette photo, ça ne va peut-être pas vous parler, mais typiquement on reconnaît les traits qui sont empruntés dans l'ouvrage. C'était vraiment très bien fait. Et d'ailleurs voilà, Man Ray, tout de suite on a cette photo qui est notamment très célèbre et qui fait partie intégrante de la couverture du livre, et effectivement là c'est Kiki de Montparnasse. Voilà. On a des choses assez novatrices et avec toute cette bande, il y a Cocteau mais il y a aussi Breton, donc toute la vie de Kiki de Montparnasse, mais tout cet univers artistique qu'il y a aussi dans ces quartiers qui vibrent, où l'on chante, où l'on danse, où l'on peint et où on expose. Voilà, c'était une très bonne lecture, je peux vous la recommander. Je pense que c'est une édition que j'ai vue pas mal, donc il doit être facilement trouvable en librairie et même en bibliothèque. Vous pouvez essayer de le trouver et de l'emprunter. En tout cas, je vous le recommande. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme je l'ai dit, c'est des lectures qui commencent à dater puisque la dernière que j'ai citée là, je l'ai terminée le 11 novembre. Donc ça date, mais voilà, les autres livres que j'ai lus, je vous en ai fait part dans le vlog précédent. Et je tenais quand même à revenir dessus parce qu'il y a eu des belles découvertes et c'était des choses, enfin, notamment Georges de Pérubrune, Hilda Doolittle, voilà, je tenais absolument à vous en parler parce que c'est peut-être pas des livres qui reviendront dans mon classement, dans ma fameuse vidéo de fin d'année qui récapitule mes meilleures lectures de l'année, mais ce sont quand même des lectures marquantes et des personnes, des fans de lettres que j'ai aimé découvrir, donc voilà, c'était important de les mentionner pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite de faire de très bonnes lectures, de prendre bien soin de vous.